Oui. Donc, bienvenue à tous à ce webinaire. Donc, aujourd'hui, nous allons voir ensemble, nous allons faire un petit focus sur, hop là, alors, là. Nous allons faire un petit focus donc sur l'action 1.3, qui entretient avec les directeurs d'exploitation agricole et agriculteurs. Donc, vous voyez, on est au début de la boucle bleue. Donc l'objet de cette première réunion, de cette comment dire, de cette action, c'est que des responsables d'entretien, donc ça va être des conseillers, des enseignants, réalisent des entretiens auprès donc d'agriculteurs et de directeurs d'exploitation agricole pour permettre de comprendre à la fois les enjeux globaux des exploitations qu'on va qualifier de support des réflexions techniques dans le cadre du projet, mais aussi donc des enjeux plus spécifiques autour des sols et du changement climatique. L'idée, c'est vraiment de pouvoir caractériser à la fois les objectifs, les contraintes, les problématiques et les valeurs des agriculteurs et directeurs d'exploitation agricole et de voir un peu avec eux les pistes d'action qui seraient envisageables et les besoins qu'ils ont en termes d'accompagnement. Pour faire ce travail, donc, a été établie une grille d'entretien stratégique. Donc, on est parti principalement donc, du modèle établi par le GIP Transition. Donc, c'est pour ça que Pierre prendra le relais après pour vous présenter cette grille. Elle a été amendée du coup par Vers de Terre Production, Solagro et la PAD et nous Bergerie. Ces entretiens donc, devront se baser sur ces grilles d'entretien. J'ai aussi envoyé donc un document de consentement qu'il faudra faire remplir par les agriculteurs, voilà, pour être sûr qu'il n'y a pas de souci dans le recueil des données et dans leur diffusion par ailleurs. Et après, donc j'ai mentionné que ces entretiens devront être enregistrés juste en audio. Pourquoi? Pour que on a un collectif de chercheurs en pédagogie et sciences de l'éducation qui vont travailler sur le décryptage de raisonnement, de mise en action, d'évolution d'agriculteurs. Donc, ils vont aller faire des visites chez des agriculteurs qui sont allés loin dans la démarche d'évolution de leur exploitation, mais à titre de comparaison et de voir différents cas de figure, il faudrait qu'ils puissent avoir accès aux entretiens auprès des agriculteurs et des EA qui vont être, enfin, qui ont été sélectionnés et qui sont on va dire, intéressés pour évoluer, qui ont déjà fait évoluer leur système d'exploitation, mais qui sont peut-être pas encore allés aussi loin qu'ils le voudraient. Donc c'est pour ça que les entretiens devront être enregistrés. Donc le dictaphone du téléphone suffira largement. Vous pouvez, enfin il y aura aussi, si vous voulez, prendre des photos lors de l'entretien pour compléter. Mais, euh, mais voilà, il y a pas plus que ça. Voilà, je crois que j'ai rien oublié, donc je compléterai si besoin. Donc je laisse la parole du coup à Pierre, qui va vous présenter qui est le GIP Transition, qui est le GIP Transition, la grille et les petites modifications qu'on pourrait apporter en fonction de ce que vous en pensez, et puis aussi un peu la démarche de ce qu'est un entretien semi-directif. Voilà, je laisse la parole à Pierre. Bonjour à tous, Pierre Boude du JPLIA Transition. Avant de commencer, je voulais juste dire un petit mot sur notre expérience sur la conduite d'entretien et dans quel cadre on les réalise. Et puis après, on fera le lien avec le projet ASEC. Donc tout d'abord, donc nous on est une structure publique et enfin bon, on a différentes activités. Bon là, je vais parler surtout celle au niveau des enquêtes que l'on fait sur le territoire. Donc on peut être du coup mandaté soit par des préfets pour faire des enquêtes auprès des territoires pour comprendre les problématiques que rencontrent les agriculteurs dans leurs exploitations. Donc, c'est des mobilisations qui sont faites sur des territoires à enjeux forts. Le GIP avait commencé, enfin, avait travaillé avant que j'arrive, notamment, par exemple, à Sivens, sur des problématiques de gestion quantitative d'eau.
Après, on a été mandaté par le préfet du Gers pour intervenir et réaliser des enquêtes sur des problématiques de qualité d'eau potable. Donc faire le lien un petit peu du coup entre les pratiques qui sont faites, les problématiques eau, et voir qu'est-ce qu'il était possible de faire sur ces territoires et surtout quelles étaient les situations des agriculteurs. Est-ce qu'ils ont des possibilités d'avoir des marges de manœuvre sur au niveau de besoins de conseils supplémentaires au sein des exploitations ou bien des possibilités de modification de pratiques. Et aujourd'hui, on intervient notamment en collaboration avec la Chambre d'agriculture des Pyrénées-Orientales sur du coup une gestion quantitative d'eau. Et l'idée, c'est de comprendre aujourd'hui la situation des agriculteurs sur les Pyrénées-Orientales par rapport aux problématiques justement d'eau, de manque d'eau. Donc pour ce, donc on a réalisé, donc on travaille avec des questionnaires. Donc on reprendra celui que l'on a fait ensemble pour le projet ASEC. Et l'idée en fait, c'est d'aller rencontrer les agriculteurs. Et ce questionnaire, du coup, on le verra ensemble, il est construit autour de trois parties. Une première partie qui permet de caractériser l'exploitation. Euh, une deuxième partie qui est autour du coup des objectifs de l'agriculteur et des pistes d'évolution qu'il voit aujourd'hui pour son exploitation. Et on a une troisième partie qui, en fonction des problématiques rencontrées sur les territoires, vont être d'enquêter l'agriculteur sur ses besoins et les pistes d'accompagnement qui sont possibles de faire. Il faut savoir également que là, par exemple, sur les PO, sur cette troisième partie, mais on peut aussi réaliser, décliner les pistes et les évolutions autour de scénarios. Et aujourd'hui, on travaille un scénario où c'est que on a un accès à l'eau supplémentaire sur le territoire, ou un scénario où c'est qu'on n'a pas d'eau supplémentaire, et donc voir comment les agriculteurs arrivent à se projeter au niveau de leur activité dans les années à venir. Du coup, je précisais ces éléments-là parce que du coup, au niveau de l'enquête et de l'entretien que l'on va mener, par exemple, nous aujourd'hui, toute la première partie en fait de l'entretien va être intéressante pour échanger avec l'agriculteur euh, et également du coup récupérer, arriver à analyser avec lui en fait quels sont du coup les choix, ses objectifs, ses choix et ses règles de décision, arriver à comprendre qu'est-ce qu'il met en œuvre pour répondre aux problématiques qu'il rencontre. Donc, quand on déroule ces entretiens, nous, à ce jour, s'il nous manque quelques informations descriptives sur son système d'exploitation, c'est pas trop gênant dans nous, après, notre manière d'interpréter les données. C'est vrai que là, dans le cadre d'ASEC, il va falloir être vigilant à être le plus exhaustif possible sur la récolte des informations lors des entretiens, parce que comme le disait tout à l'heure Catherine, il va y avoir des travaux qui vont être menés d'une part par la Bergerie nationale, mais également par des interventions d'experts qui auront besoin en fait de ces informations pour retravailler sur ces entretiens. Peut-être pour Voilà. compléter, j'ai dit qu'une partie tout à l'heure, il y a donc des chercheurs en sciences de l'éducation qui vont s'emparer des données, mais il y a aussi d'autres personnes qui vont utiliser les données recueillies. Ça va être donc des experts techniques à qui on va demander d'essayer, donc à partir des données recueillies chez l'exploitant, d'essayer d'identifier soit des pistes de solutions, soit des ressources clés qui lui permettraient de mieux comprendre les problèmes qu'il rencontre et d'identifier des pistes de solutions. Donc il y a vraiment une étape où on va se saisir, les experts vont se saisir des données, essayer d'apporter leur savoir, et ensuite ce qui va être apporté par les experts retournera auprès des agriculteurs via les mêmes responsables d'entretien. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas, on n'est pas sur comment dire, la méthode IDEA où il faut remplir toutes les cases, mais l'idée c'est quand même il y a des gens, des experts techniques qui ne connaissent pas les exploitations, qui vont se baser sur les résultats des entretiens pour travailler. Donc essayer d'avoir un maximum de choses. Voilà, donc sur voilà, sur la conduite de l'entretien, donc il y a quand même voilà, une recherche d'avoir du coup, comme on le dit, un maximum du coup d'informations
Après, il faut rester vigilant de ne pas se focaliser que là-dessus, c'est-à-dire que lorsqu'on va réaliser les entretiens avec l'agriculteur, l'idée, ce n'est pas uniquement en fait de cocher des cases concernant en fait des informations du coup descriptives de l'exploitation, mais bien d'être dans une dynamique de comprendre les objectifs et les choix de l'agriculteur. Ce qui est important aussi de rajouter là-dessus, c'est que, comme on le disait, on n'aura pas besoin d'établir en fait des indicateurs à la suite de ces entretiens. Donc, bon, déjà, ça limite un petit peu la pression concernant les éléments qu'il faut recueillir. Et également, je trouve ça très, enfin, j'apporte aussi une attention particulière à ça, c'est que ce temps qu'on va passer avec l'entretien, il est vraiment là pour échanger avec lui et pour comprendre en fait ce qui fait ses règles de décision sur l'exploitation. Auquel cas, à l'issue de l'entretien, s'il y a certains éléments qui sont manquants, on est toujours à temps de repasser un coup de fil à l'agriculteur pour dire, ben, durant l'entretien, j'ai oublié de te demander ces éléments-là. Ça sera beaucoup plus facile à récupérer par un coup de téléphone que si on a mal compris la stratégie de l'agriculteur. Donc vraiment, ce temps d'échange, la priorité, vraiment, c'est de comprendre ce qui se fait sur l'exploitation et les projets qui vont être à nous. C'est vrai que sur le travail, nous, que nous effectuons, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, quand on intervient sur les exploitations, on part avec des bases de données que nous donne du coup la DDT. Enfin, on procède par tirage au sort, c'est-à-dire que quand nous, on rencontre l'agriculteur, on l'a eu juste une fois au téléphone pour lui demander s'il était prêt à nous recevoir, en lui expliquant bon, quel était l'objectif de l'entretien. Donc, c'est-à-dire que les agriculteurs qu'on rencontre, on ne les connaît pas, il faut se présenter et comprendre, qu'ils comprennent un petit peu ce qu'on vient faire sur le territoire. Là, déjà, sur le projet ASEC, enfin, de ce que j'ai compris, c'est que la plupart des conseillers connaissent déjà les agriculteurs qui vont aller enquêter. Donc, déjà, ça sera plus facile déjà de mener l'entretien. Euh, et puis, ce qu'il faut également du coup noter, c'est que du coup, il y a une relation que vous avez déjà avec l'agriculteur ou avec, du coup, ça sera plus facile aussi de continuer à échanger si besoin après ce temps d'échange. Voilà. Concernant du coup la partie diagnostic, le guide d'entretien, donc je vais partager mon écran, partager le guide. Alors bon, l'idée c'est surtout que ça se déroule aussi sous forme d'échange. Moi je vais donner un petit peu les grandes lignes pour expliquer comment on a construit du coup cette grille d'entretien et qui a été amendée du coup par des éléments du coup, enfin des personnes voilà, de la bergerie, de la PAD, sur l'agro vers de terre. Donc l'idée c'est si vous avez des questions, surtout ne pas hésiter à m'interrompre pour, pour poser des questions, quoi. L'idée c'est que ça soit pas trop descendant. Euh, Aujourd'hui, donc, on a une grille d'entretien qui a été du coup réalisée. On va la voir ensemble. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette grille d'entretien sera complétée d'un guide pour réaliser une synthèse qui vous sera envoyée par Carterine un peu plus tard, qui est en finalisation là, de construction. Euh, Dans ce guide, ça permet un petit peu de balayer toutes les questions qu'on peut avoir avant d'avoir un échange du coup avec l'agriculteur. Et elle peut également aider de pense-bête, hein, bien sûr, lors de l'enquête plus que de pense-bête, puisqu'il faudra, au fur et à mesure de l'enquête, après, à vous de voir comment vous vous organisez. Ça peut être sous forme informatique ou sous forme manuscrite, compléter en fait ce document d'enquête pour recueillir les informations. Si auquel cas vous le complétez du coup manuscritement, vous pourrez scanner le document et le joindre du coup à Catherine avec la synthèse a posteriori ou auquel cas vous pouvez prendre, si vous le souhaitez, le temps de le saisir
de manière informatique lors de l'entretien ou a posteriori, et également de l'envoyer, bien sûr, à Catherine. Nous, par expérience, c'est vrai qu'on fonctionne beaucoup avec du manuscrit parce qu'on trouve que c'est plus facile en fait. Il n'y a pas, enfin, lors de l'échange, bon, on a l'ordinateur est au milieu, on est pris par des problèmes de saisie. C'est vrai que le manuscrit reste plus facile et plus convivial en fait lors de l'entretien. Donc nous, tous les entretiens que l'on fait, on saisit les éléments. Bon, voilà, manuscritement. Après, libre à chacun de le faire aussi comme il le sent. Alors, comme je le disais tout à l'heure, ce guide d'entretien, on a trois grandes parties. Une première partie qui va être du coup sur comprendre le fonctionnement de l'exploitation et des pratiques, les raisonnements et les motivations de l'agriculteur. Alors, hop là, ce qu'il faut regarder dans ce guide d'entretien, c'est vous avez à chaque début de partie et même au cours des indications qui permettent de comprendre en fait ce qu'on cherche comme information sur cette partie. Donc, comme vous le voyez ici, donc recueillir les informations clés pour caractériser l'exploitation, identifier ses stratégies, et ces choses vont être abordées à travers l'historique, l'assolement, le cheptel, le mode de production, valorisation et commercialisation sur l'exploitation. Comme vous pouvez le voir dans les éléments où c'est que vous avez des espaces pour renseigner, on reste principalement en fait sur des données qui sont factuelles. Aujourd'hui, voilà, il y a combien de surfaces sur l'exploitation, de SAIU, quel pourcentage en propriété, quel pourcentage en fermage. Donc là, on reste vraiment sur une information brute. Ce qu'il faudra garder à l'esprit, c'est qu'il faut comprendre là l'exploitation et la stratégie de l'agriculteur. Est-ce qu'il est dans une dynamique où il cherche éventuellement à s'agrandir, à diminuer, à racheter des terres, à augmenter la part de fermage? Donc, quelle stratégie il y a derrière euh, le foncier aujourd'hui? Donc, ça, c'est toujours la question qu'il faut garder en tête. Et donc, comme vous le voyez, on n'a pas d'espace de saisie pour ce raisonnement. Et c'est là où, en fait, le guide qui sera fourni, pardon, pour faire la synthèse, permettra de consigner ces informations. Voilà. Je ne sais pas si je suis clair dans les explications, mais n'hésitez pas à m'arrêter ou à poser des questions hein, si nécessaire. Voilà, typiquement par expérience, ce qu'on peut dire sur cette première partie, l'historique. Euh, L'historique, bon, ça a plus ou moins, on va dire, d'importance pour nous sur la question, par exemple, du sol. Donc, on peut demander à l'agriculteur en quelques... Est-ce que vous pouvez nous donner les grandes étapes historiques sur votre exploitation? Et ce qu'il faut pas, dans la question voilà, que l'on pose, comme on est sur du semi-directif, il faut laisser donc une certaine marge de manœuvre à l'agriculteur de s'exprimer sur les différents points. C'est-à-dire que certains agriculteurs vont dire, oh ben, bon, c'est assez simple, je me suis installé en 86, bon, j'ai acheté quelques terres en 90, en 2020, j'ai passé une partie de l'exploitation en bio, voilà. Et d'autres vont dire, ah non, mais pour moi, l'historique, c'est quelque chose de très important. Ça retrace vraiment ce qui s'est passé, notre mode de fonctionnement. Et donc, c'est là où il faut se laisser, du coup, de la marge de manœuvre, ben, de laisser une certaine place, du coup, à ce que souhaite dire l'agriculteur. Et malgré tout, dans ce moment où c'est qu'on aborde l'historique, il ne faut pas y voir que un temps où on va recueillir des dates clés par rapport à l'exploitation, mais comprendre si dans l'historique, il y a déjà eu des éléments qui permettent de caractériser le fonctionnement, bien sûr, de l'exploitation, mais surtout sa stratégie. Par exemple, en 90, j'ai commencé à m'intéresser aux techniques d'implantation simplifiée du sol et de garder à l'idée que, on reste dans une thématique sol. Et à chaque fois qu'on va aborder ces éléments-là, voir s'il y a des ponts à faire, justement, avec la prise en considération des sols sur l'exploitation. Voilà. Donc, ça, c'est voilà, des premiers éléments.
Après, vous voyez, ben, bon, il y a un certain nombre d'éléments qui sont demandés, notamment au niveau des surfaces. Là, ici, l'idée, c'est d'avoir une idée de ce qui est fait sur l'exploitation. Quand on fait la somme en bas, s'il y a 2 hectares en plus, en moins, ça ne changera pas la donne pour nous dans cet exercice-là. Mais comprendre plutôt quelles surfaces vont être occupées par des cultures fourragères s'il y en a, comment se répartit un petit peu l'assolement en grandes cultures, et tout le temps aller comprendre les règles de décision qui y sont associées. Mon assolement, il est construit comme ça parce que je fais des cultures de contrat qui sont rémunératrices, donc j'essaye de les positionner et c'est elles qui vont être responsables de mon assolement et au détriment, ben, je mettrai d'autres cultures qui sont plus ou moins intéressantes pour moi. Comprendre est-ce que j'ai une part du coup, par exemple, de surfaces qui ne sont pas travaillables, que je vais considérer ben, en prairie naturelle, parcours land, et d'autres surfaces que je vais pouvoir plutôt travailler, sur lesquelles je vais pouvoir aller chercher un peu plus de rendement fourragé. Voilà. Donc, c'est toujours comprendre cette stratégie derrière ces éléments qui sont ici descriptifs. Voilà. Donc, on y vient un petit peu sur cette partie. L'assolement est-il stable depuis ces 5 dernières années? Là, on comprend pourquoi. Est-ce que c'est quelque chose qui est reproduit chaque année? Ou est-ce que ça évolue? Et si ça évolue, ben, quelles sont les raisons de ces évolutions? Est-ce qu'il y a un impact du changement climatique qui a impacté l'assolement, le type de culture? Est-ce que c'est par rapport aux contrats de vente qui ont pu être contractualisés ou non? Voilà. Est-ce qu'il y a eu une augmentation du cheptel ou une diminution du troupeau qui ont amené à des réorientations de surface? Voilà. Donc ça, tout au long en fait du guide, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Je note en fait sur mon document des éléments qui sont descriptifs, mais dans l'échange, il faut que je garde à l'esprit que moi, en tant que conseiller, je dois comprendre stratégiquement comment l'agriculteur raisonne et conduit son exploitation. Voilà. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions sur cette première partie. Donc, on a voilà, des éléments un petit peu généralistes qui permettent un petit peu de dresser, on va dire, une fiche d'identité de l'exploitation. Et puis après, on rentre un peu plus dans le détail avec une approche par atelier. Alors bien sûr, on a le mode de commercialisation qui est quand même relativement important après pour faire du lien justement sur le lien, la partie économique, les contraintes techniques qui peuvent être inhérentes à des cahiers des charges, et puis après également par rapport au projet d'exploitation. Donc ça, c'est une partie qui est aussi très importante. Et donc, suite à ces éléments-là, on va rentrer du coup par une approche plutôt par atelier. Les ateliers du coup élevage, tout ce qui est animaux, et puis après les ateliers du coup de production végétale. Donc là, toujours, on remet ici hein, l'objectif, comprendre le fonctionnement de l'atelier, hein, identifier les liens entre l'atelier végétal et animal, alimentation, gestion des prairies, effluents, afin de comprendre les stratégies de l'exploitation, recherche d'autonomie alimentaire, point d'interrogation, complémentarité des ateliers, voilà. Et donc, on a tout le temps ces interfaces du coup de saisie où c'est qu'on est sur des éléments plutôt descriptifs. Et donc, nous, on doit garder en tête des questions plutôt techniques et stratégiques de fonctionnement de ces ateliers. À l'issue de chaque atelier, donc, il y a un petit peu un point qui est fait sur là à dire d'agriculteur, questionner l'agriculteur sur lui aujourd'hui, pour lui, quels sont les points forts de cet atelier et qu'est-ce qu'il voit comme possibilité d'amélioration ou les éléments à faire qu'il souhaiterait faire évoluer. Voilà. Donc chaque atelier aujourd'hui est construit comme ça. Les ateliers végétaux. Et Tiens, est-ce que après, tu fais un petit arrêt sur la présentation autour des intercultures? oui, ouais, j'y reviens dessus. Donc là, on a les différents ateliers. Et donc, une fois qu'on a du coup eu cette approche, du coup, on va dire plutôt technique,
On arrive après sur les diagnostics du coup économique, social. Et le dernier point de cette première partie, ça sera du coup l'impact du changement climatique, aborder cette question avec l'agriculteur, l'impact du changement climatique sur son exploitation. À l'issue de cette première partie, l'idée, c'est d'arriver à construire avec l'agriculteur, ou si vous êtes un peu à court de temps, ça peut être fait aussi a posteriori de l'entretien, arriver à une matrice SWOT pour identifier en fait les forces, donc du coup en interne, et les faiblesses de l'exploitation, et quelles sont sur le territoire les opportunités et les menaces pour pour l'agriculteur. Voilà. Et donc, cette SWOT représente du coup un moment où ça permet de faire un peu une photographie de l'exploitation. Moi, je trouve intéressant d'avoir une lecture commune lors de la SWOT avec l'agriculteur. Et elle permet de faire le lien pour arriver au projet d'exploitation futur. Donc, ça permet de repositionner un petit peu sur voilà, les points forts du coup de fonctionnement de l'exploitation en lien avec le projet, éventuellement mettre aussi en vigilance sur des éléments un petit peu, ben, des faiblesses qui pourraient affecter au bon déroulement du projet. Voilà un petit peu la trajectoire qu'on se donne sur cette première partie. La partie 1, ça va être faire un petit peu une fiche synthétique de l'exploitation et comprendre le fonctionnement des ateliers sur l'aspect technique, de l'aspect économique et l'aspect social, arriver à dire quel est l'impact aujourd'hui du changement climatique sur l'exploitation. On fait un point bilan et là, on va se projeter sur la partie du coup projet futur avec l'agriculteur. Voilà un petit peu sur le déroulé de cette première partie. Donc, sur les aspects techniques, il y avait un point qu'on voulait voir avec vous, avec Catherine, euh, parce que du coup, moi, dans la manière de dérouler les entretiens, j'avais construit un document pour aborder la gestion des intercultures sur les exploitations, enfin bon, céréalières ou en polyculture élevage. Euh, J'avais construit, moi, ce document, voilà, à l'origine, où c'est que lors de l'entretien, on réfléchissait avec l'agriculteur sur quelle était sa stratégie, notamment lors des intercultures longues d'hiver. Moi, j'avais construit ce document parce que il y a beaucoup d'interventions pour moi qui me semblent être du coup avoir des causes à effet. C'est-à-dire que la première question qu'on se pose, c'est est-ce que, notamment si on prend l'exemple d'un céréalier, est-ce qu'il y a un choix de couvrir son sol durant l'interculture? Donc, oui, je couvre 50% de ma surface, j'en couvre 100% ou non. Et là, ce qu'il me faut comprendre, c'est pourquoi. Est-ce que cette couverture, elle est liée à une obligation réglementaire, par exemple la directive nitrate, ou est-ce que je fais le choix de couvrir dans une dynamique, je ne suis pas obligé, mais je le fais également pour améliorer la fertilité de mon sol, en cherchant peut-être un effet un petit peu dynamisant des couverts végétaux sur l'activité biologique, éventuellement des restitutions d'azote pour la culture suivante, ou les deux, je suis dans un cadre où je suis obligé et à couvrir mes sols, ben, je le fais pas que pour répondre à la réglementation, mais j'y associe des pratiques qui vont me permettre d'améliorer l'efficience du système. Voilà. Donc là, déjà, c'est quelle stratégie à l'agriculteur sur ce temps d'interculture? Ou éventuellement, est-ce que j'ai un métail sur des situations d'élevage? Et en fait, une fois pour moi qu'on a répondu à cette question, tous les aspects du coup que ça va être de gestion mécanique, de désherbage éventuellement s'il y a des interventions chimiques, de travail de reprise pour la culture suivante et ou s'il y a de positionnement d'amendement, vont se construire en fait euh, à l'issue de cette réponse. C'est-à-dire que si voilà, je dois couvrir réglementairement mes sols de telle période à telle période, automatiquement, il y aura des interventions de préparation au semis du couvert et l'agriculteur devra anticiper la question de la préparation du sol pour la culture suivante. Si je prends un exemple pour nous dans le Lauragais, je dois couvrir euh, des sols argileux. Mon travail de fissuration pour mon tournesol, pour obtenir la structure que je souhaite, je ne pourrai pas le réaliser en sortie hiver. J'ai des conditions trop humides d'intervention. Donc il faut que j'anticipe à l'automne mon passage de fissurateur avant même de semer mon couvert.
Voilà. Et donc, j'avais construit voilà, ce tableau qui, pour moi, lors de l'échange avec l'agriculteur, me permettait facilement de saisir et de comprendre son raisonnement sur son temps d'interculture. Quand on a proposé le questionnaire du coup au groupe, euh, certains le trouvaient trop complexe, peut-être à utiliser ou très dense en information. Et donc, Catherine a proposé du coup de scinder ce document-là en fait en plusieurs parties en ayant en fait des tableaux distincts en abordant est-ce que je couvre mes sols, oui, non, pourquoi, qu'est-ce que je réalise comme travail, comme travaux profonds, est-ce que je suis en semi-direct, donc une partie plutôt sur les sols, une partie sur la gestion des amendements, est-ce que je positionne un apport de fumier ou un chaulage durant cette interculture et pourquoi. Donc ça, je pense que soit il y a quelque chose qui fait consensus aujourd'hui sur la présentation, ou soit on pourra vous présenter en fait les deux formulaires, c'est-à-dire soit avoir une approche du coup avec des tableaux séparés, et à vous de choisir en fait le tableau qui vous va le mieux pardon, pour mener l'entretien avec l'agriculteur. Où vous avez bien sûr ces tableaux-là qui sont présents, mais auquel cas faites attention de pas faire, enfin de bien vous rendre compte que les deux mènent à la même chose et de pas voilà, utiliser les deux parties puisque finalement on répond à la même question. Je ne sais pas, est-ce que ce tableau par rapport, enfin en fonction peut-être aussi des raisonnements et des régions où c'est qu'on se trouve en France, peut-être qu'on a des gestions d'interculture bon, qui sont différentes. Est-ce que c'est un tableau où vous vous projetez en termes de saisie ou est-ce qu'il vous semble peut-être trop complexe à première vue et vous préférez aborder ces points en fait au fur et à mesure de manière un petit peu décousue? Je ne sais pas, est-ce que Oui, ça, vous pouvez est-ce prendre que la ça... parole, hein. Jean-Emmanuel, je vois que tu as enlevé ton micro. Allez-y, prenez la Ouais. parole. Ben, ce qu'il y a, c'est que c'est très bien pour des ateliers grande culture. Pour des ateliers élevage, bon, je vois qu'il y a, parce que je pense par exemple, bon, il y a la case métail, donc oui, c'est quelque chose qui est utilisé en élevage. On peut aussi envisager des raies gras entre deux maïs, ce genre de choses, qu'il faudra plutôt mettre là dans la culture dérobée, quoi, je pense. Oui. Oui, c'est vrai que là, bon, j'ai illustré l'exemple à travers un système de grande culture, mais en fait, pour moi, en fait, ce temps en fait d'interculture entre guillemets, euh, en fait, le raisonnement, par exemple, d'un positionnement d'un métail sur cette période-là, en fait, va aussi conditionner le travail du sol qui va être fait en amont de l'implantation du métail. Et si, à la suite du métail, on a une culture de printemps qui a enfin, là, je pensais notamment aux métailles fourragées qui vont être Oui. rubanées ou ensilées en sortie hiver. Mais du coup, ça impacte en fait la question aussi de gestion du travail du sol pour la culture qui suit. Donc pour moi, dans ma dynamique, on était un peu sur des schémas un petit peu similaires au niveau du raisonnement, de l'anticipation aussi des actions à réaliser sur le sol ou de gestion du salissement. Voilà. Mais après, je ne sais pas si ce tableau est clair et pour tout le monde, en fait. Voilà. Alors après, si reprend l'aspect sol, il y a quand même une différence fondamentale entre un couvert et une culture, c'est que le couvert, on n'a pas besoin de le récolter. Et que donc dans l'arbre de décision et dans l'impact potentiel sur le sol, va se poser la question de la récolte. Et du coup, et qu'est-ce que ça amènerait à intégrer du coup quelque chose de supplémentaire? Parce que je n'ai pas bien compris. Ben, je comprends bien là, tout le guide, c'est que ça montre un peu, il faut comprendre un peu la stratégie de l'agriculteur, mais des fois on a des stratégies un peu fluctuantes suivant la météo. C'est plutôt ça en fait. Autant en grande culture, on va dire on met un couvert, on va semer derrière son maïs ou sa culture de printemps. Tant des fois on peut avoir des stratégies en élevage un peu plus mixtes, un peu plus. Quoi, je vois ces dernières années, ça a été un peu plus compliqué à gérer. Mais bon. Oui. Oui, Euh, oui, non, mais enfin, j'entends tout bon. à fait. Là, c'est enfin, nous, là, cette année, c'est pareil. Si
on faisait des entretiens là justement à cette époque. Je pense que ben, après l'automne qu'on a eu dans le sud-ouest avec beaucoup de pluviométrie, enfin, là, la question c'était d'arriver à récolter les cultures de printemps, tournesol et maïs, qu'on n'arrivait pas à récolter. Donc du coup, ça a totalement perturbé, on va dire, pour ceux qui réalisaient des couverts, enfin, là, c'était plus la question prioritaire, quoi, hein. C'est ça. Donc, en effet, alors normalement, il y a plusieurs pages en fait de ce schéma qui permet soit de dire, ben, en fonction de la récolte du précédent, plutôt sur des récoltes un petit peu précoces, par exemple sur une interculture longue avec une céréale ou un colza, qui vont laisser une interculture plus longue. Et on a une autre page qui, enfin, avait le même schéma de raisonnement, par exemple, derrière un maïs ou un tournesol, Ouais. qu'est-ce que je fais? Et auquel cas, après, on peut mettre une annotation ben, sur 50% de l'interculture, enfin apporter des précisions autour nécessaires. Mais l'idée, voilà, c'est plutôt de comprendre en fait une stratégie et de répertorier, on va dire, la stratégie qui est faite voilà, la plus régulièrement. Et auquel cas, ben, préciser à côté que, bien sûr, euh, par exemple, ça peut être une question de choix de mélange pour un métail aussi, que sur une année où le sol est libéré assez tôt, ben, il y a la possibilité de partir avec tel mélange, avec des trèfles dans le métail, et auquel cas, si les conditions de l'année ne le permettent pas, ben, il y a une adaptation, bien sûr, du choix des espèces dans le mélange en fonction des conditions, enfin, de la période de semis, quoi. Et en tout cas, on vient bien montrer que l'agriculteur, il est bien sûr dans une démarche ben, d'adaptation aux aléas sur son temps d'interculture, quoi. Ok. Non, mais pas de souci. Mais auquel cas, après, ça peut être aussi traité voilà, de façon séparément. Ça, c'est à Oui. vous voilà, de choisir euh, voilà, comment vous souhaitez procéder. Après, je ne vais pas aborder dans le détail tous les éléments de cette première partie. Est-ce qu'il y a des choses qui vous semblent un- mal compris ou des éléments qui sont demandés qui semblent non nécessaires ou au contraire qui ne sont pas abordés sur les éléments de cette première partie? Est-ce que vous semblez que ça va trop dans le détail? Enfin, n'hésitez pas voilà, enfin, à faire remonter aussi des éléments. On est toujours à temps de faire quelques modifications à la marge, bien sûr. On ne pourra pas tout modifier, mais voilà. Oui, moi j'avais plusieurs remarques. Toujours pareil, surtout sur les prairies, je vois on peut détailler parce qu'on va avoir plein de typologies de prairies différentes. Le but est bien de détailler un peu les différents types de prairies qu'on peut rencontrer, c'est ça, hein? Ben, oui, là, enfin, notamment, je pense qu'on peut consigner un certain nombre d'informations ici. L'idée, pour moi, c'est surtout de comprendre en fait quelle stratégie, enfin voilà, quelles sont la stratégie qu'il y a au niveau de la gestion des surfaces fourragères derrière, en fait. Mm. Est-ce que il y a une stratégie d'autonomie fourragère? Est-ce qu'il y a une stratégie d'autonomie fourragère, pardon, protéique ou les deux? Est-ce qu'on a une partie en fait des surfaces qui peuvent pas être valorisées par exemple autrement que par du pâturage parce qu'on est sur des parcours, des landes, voilà. Euh, Est-ce qu'on est sur par exemple un questionnement de transition, de passer sur un système maïs en silage avec une intégration de métail pour aller chercher de la protéine? Enfin, c'est du coup, est-ce que c'est quelque chose qui est figé dans le temps? Enfin, entre guillemets, je m'entends, mais quelque chose qui est plutôt stable dans le temps? Ou est-ce que derrière ça, il y a aussi une stratégie d'évolution autour des surfaces fourragères? Et comprendre à quel objectif elles répondent par rapport à l'agriculteur, quoi. Et j'avais une autre question là, ben, sur le tableau qui est à l'écran. C'est Oui, qu'autant quand on est en production végétale de vente, c'est assez facile de faire le pourcentage du chiffre d'affaires. Autant dès qu'on va être soit en surface fourragère, soit on va dire en céréales autoconsommées, là on va avoir beaucoup plus de mal. Donc là c'est plutôt pour les cultures de vente qu'on remplit cette colonne.
Oui, alors là, c'est typiquement en fait la case voilà, où il faut pas du coup apporter trop d'importance à pouvoir compléter cette information. Euh, J'avoue que je n'aime pas souvenir, nous, sur notre questionnaire, l'aborder en fait de cette manière lors des entretiens, mais je ne sais pas si ça a été rajouté après coup. J'avoue que je n'avais pas fait attention à cette case. Là, l'idée, c'est plutôt d'arriver à identifier est-ce que l'on a des ateliers, bon, dans la partie économique, ça sera abordé après, l'importance des ateliers. Est-ce que c'est l'atelier élevage qui représente voilà, la plus grosse partie du chiffre d'affaires. Bon, voilà, l'idée, c'est plutôt de comprendre une priorisation en fait, des ateliers. Et éventuellement, c'est plutôt si on a des cultures, par exemple, sous contrat ou des cultures particulières, est-ce qu'elles vont avoir une forte incidence sur le chiffre d'affaires pour comprendre en fait leur positionnement après d'un point de vue technique et stratégique pour l'exploitation. Mais là, c'est sûr que cette case, elle n'a aucun intérêt en fait à être. Enfin, je me dis, qu'est-ce qu'on tire comme information? Là, c'est vraiment éventuellement pour ça qu'on peut le maintenir, quoi. C'est ça, il n'y a pas besoin de remplir toutes les lignes pour les pourcentages du chiffre d'affaires. C'est vraiment s'il y a une culture qui a une importance dans le chiffre d'affaires, là, il faut l'indiquer. Si on a un maïs qui fait 30 ou 40% du chiffre d'affaires, il faut l'indiquer. Oui, voilà, c'est tout à fait ça, quoi. En fait, l'idée, c'est de se dire qu'est-ce qu'on cherche derrière comme information. C'est pareil, le rendement, c'est toujours des fois, bon voilà, aller calculer un rendement moyen. Là, l'idée, c'est de dire à l'agriculteur, donnez-moi, voilà, c'est juste un ordre d'idée éventuellement du rendement. Et s'il y a des cultures sur un système élevage qui sont à la marge, comme certaines céréales qui permettent, bon, je sais pas, comme des fois chez nous, on dit, ben, bon, on fait une céréale, mais ça permet surtout après d'implanter une prairie temporaire ou c'est pour avoir, enfin, pour répondre à notre besoin de paille. Enfin, voilà, c'est plutôt ça l'élément d'analyse, c'est que dans le système, on a une paille, enfin, on a une céréale à paille par rapport à un besoin de paille sur l'atelier d'élevage et que, enfin, voilà, enfin, le rendement en soi n'est pas vraiment une finalité pour l'agriculteur, quoi, sur cette culture qui peut être un peu à la marge, quoi. Voilà. C'est plus comprendre, voilà, la stratégie. Après, là où cet élément, par exemple, de rendement peut venir intéressant, c'est par exemple dans le cas où c'est qu'on a eu une modification dans le système, notamment un changement de pratique. Je suis passé en semi-direct il y a 4 ans ou il y a 10 ans et regarder éventuellement une dynamique sur un rendement. Est-ce que ça a impacté positivement ou négativement le rendement? Donc ça, c'est plutôt là où le rendement est un élément qui va être intéressant en termes d'analyse. Voilà, pour avoir un petit peu des valeurs de référence. Et là aussi, c'est pas la peine de demander le rendement sur toutes les cultures. C'est sur, par exemple, si on a un système céréalier, c'est sur deux, trois cultures phares ou sinon dire, ben, j'ai des cultures où c'est qu'il n'y a pas eu d'importance, voilà mes rendements sur le blé. Par contre, sur ma culture de tournesol, on a des exigences un peu plus importantes sur la qualité structurelle du sol et j'ai cette culture qui a décroché. Donc avant le passage en semi-direct, je faisais tant de rendements et aujourd'hui, ben, je suis à ce rendement-là, quoi. Donc c'est plutôt pour évaluer ces dynamiques-là, quoi. Après, auquel cas, si vous, en termes d'analyse, il vous semble pertinent, par exemple, de mettre en évidence que c'est un agriculteur sur ses rendements qui est peut-être un petit peu en difficulté par rapport, du coup, à des conduites régionales ou au contraire que c'est un agriculteur qui est très technique et qui arrive à avoir des rendements un petit peu au-dessus, des moyennes, là, il faut faire le lien sur un petit peu la typologie de l'agriculteur où j'ai un agriculteur qui est peut-être très bon sur certaines choses, mais peut-être en difficulté technique, ce qui l'impacte éventuellement sur les résultats qu'il fait sur le rendement, ou auquel cas, on a un agriculteur qui a un profil très technique et ça se retranscrit justement par ses rendements, quoi. Voilà un petit peu l'idée. Autre question, là, je vois plus dans la partie économique, là, de la partie 1, la page 35 et tout. Il faut qu'on demande aux agriculteurs de sortir leur compta là, pour pouvoir remplir, pour être au plus près, parce que c'est quand même, je pense que c'est des données intéressantes, mais il faut que l'agriculteur prépare en amont, parce que sinon, on va être, lors de l'entretien, ça risque d'être un petit peu compliqué. Oui, en effet, ben nous, souvent, c'est ce que l'on fait, c'est-à-dire que quand on a un coup de, fin,
lors du premier rappel où c'est ben, voilà, qu'on se présente et qu'on dit que l'agriculteur pour nous a été tiré au sort pour faire voilà, ce temps d'échange. Du coup, si l'agriculteur accepte, on lui dit voilà un petit peu c'est les éléments qu'il y a à préparer. Et j'avoue que nous, sur nos situations d'intervention, c'est la seule partie souvent qu'on demande éventuellement à préparer, c'est d'avoir sous le coude, au besoin, les résultats économiques. Et sachant que nous, on précise que c'est, là, faut peut-être, je demande validation à Catherine là-dessus. Nous, on présente ça comme ça nous permet de voir un impact, par exemple, d'un effet de la sécheresse actuellement sur les rendements sur les 3 dernières années. Mais ce n'est pas un élément qui est obligatoire. Si l'agriculteur ne souhaite pas communiquer là-dessus, D'accord. enfin, il n'y a aucune pression qui est faite là-dessus, quoi. Voilà. Oui, oui, je Ok. rejoins. Enfin, voilà, ils ont un formulaire de consentement pour la diffusion globale des données, mais s'ils veulent pas donner l'information, il y a pas d'obligation forte à remplir. Ah oui, une autre question, la page 32 que j'avais trouvée, j'ai pas. Alors, je sais, je vais pas vous accuser d'un parti pris ou quoi que ce soit, mais la question ouverte, pourquoi apporter des fertilisants en plus de l'azote et de la matière organique? Point d'interrogation, constatez-vous des carences? C'est, je la trouve assez curieuse dans le contexte où on a, du moins chez nous, des agriculteurs qui en apportent plus et c'est sans doute un souci. Et j'ai l'impression que ça les incite à se poser la question pourquoi apporter des engrais supplémentaires? C'était juste, je trouvais qu'elle était peut-être un poil orientée cette question. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous pouvez me Page, redonner, pardon, excusez-moi, parce que je... page 32, la dernière question de la page 32. Ah, mais comme on a modifié, nous, pardon, on a C'est la modifié, fin de la partie gestion de la fertilité du sol. Ouais. donc je vais prendre l'autre. Donc, Oui, oui. en fait, vous trouvez que ça peut apporter du coup... Non, là, c'était une question qui a été rajoutée un petit peu pour comprendre un petit peu la dynamique au niveau du sol, en fait. Est-ce que, du coup, l'agriculteur, du coup, s'appuie sur des analyses de sol pour gérer, par exemple, le phosphore, le soufre, voilà, en plus de la gestion azote, qu'est-ce qu'il prend en considération? Et parce que, du coup, vous trouvez que ça... Enfin, j'ai pas bien compris, en fait. Ah ben, à la limite, moi, je préférerais plutôt la question comment gérez-vous votre fertilisation en dehors de l'azote? Parce que là, pour moi, ça sème le doute. Pourquoi il nous pose cette question? C'est qu'on met on met d'autres éléments qui servent à rien, vous voyez? Ok. Oui, bon, après, elle peut être reformulée, mais c'est bien dans ce sens-là que... Et d'accord, oui, c'est vraiment quelle est leur stratégie sur la fertilisation autre que l'azote, en fait. Oui, C'est c'est Oui, ça. ouais. Dans un premier temps, on leur demande qu'est-ce qu'ils apportent Oui. en plus de l'azote et de la matière organique. Et du coup, s'ils apportent quelque chose, juste les questionner pourquoi. Est-ce que c'est en réponse à une carence? Est-ce que, enfin voilà, juste, c'est vraiment, enfin, D'accord. dans la façon que c'était posé, je voyais pas d'orientation. C'est qu'est-ce que vous apportez et pourquoi. parce que Juste. ça a été également rajouté parce qu'en fait, nous, comme enfin, euh, on travaillait notamment sur des problématiques de qualité d'eau, notamment avec les nitrates. Donc, en fait, on abordait la question de la fertilisation azotée Mhm. vraiment de manière spécifique, puisqu'on était sur des territoires où c'est qu'on avait à l'origine des enjeux aussi autour des nitrates dans l'eau et donc de la fertilisation azotée. Et en fait, pour alléger en fait, nous, le temps de saisie, on ne rentrait pas trop dans le détail par rapport au phosphore et au potassium, puisque ce n'étaient pas des éléments qu'on retrouvait dans l'eau. Et si auquel cas on retrouvait de l'eau, pardon, du phosphore dans l'eau, c'est qu'on avait plutôt des problèmes D'assainissement. érosifs. Ouais, Ça, ou c'est pas un d'assainissement. transfert comme les nitrates. Et donc, du coup, c'est vrai que quand on a retravaillé le questionnaire, je me suis dit, là, on aborde la question du sol dans sa globalité. Et je trouvais intéressant aussi ben, de voir est-ce que l'agriculteur faisait déjà de manière naturelle des analyses de sol, comment il pilotait son P et son K, ou est-ce que c'était des éléments qui n'étaient pas forcément regardés, Ouais. quoi.
Ah, mais Donc, après, sur l'intérêt de la question, je vous rejoins. C'était plutôt moi, la façon de la poser, mais peut-être que euh, voilà, mais c'était juste plutôt ça. Parce qu'après, oui, bien sûr, c'est intéressant de connaître la stratégie en engrais de fond. voilà, et c'était après, du coup, quelle stratégie il y avait derrière ces engrais de fond? Est-ce que c'était regardé ou pas? Et si oui, est-ce que, du coup, enfin voilà, qu'est-ce qui est regardé ou qu'est-ce qui était fait autour de ces éléments-là? Mm. Voilà un petit peu l'idée, quoi. On pourra Ok. la reformuler effectivement, comment, enfin, quelle gestion des fertilisants autres que azote et matière organique. On peut être plus, Ouais. on peut reformuler, il n'y a pas de souci. Ok. Voilà sur cette première partie. Après, du coup, il y avait bon, la question aussi, pareil, de l'économie et du social. Euh, Là, enfin, ce qui semble important aussi sur ces parties, en fait, à aborder, c'est en fait, c'est sans émettre un avis sur, bien sûr, sur ce que fait l'agriculteur, c'est comment lui aussi il se sent dans son métier. Par exemple, sur la partie sociale, est-ce qu'il est satisfait du temps qu'il arrive à se dégager pour être avec sa famille, éventuellement ses enfants? Est-ce que, il arrive à se dégager du temps aussi pour partir en week-end, en vacances? Mais là aussi, c'est surtout lui ce qu'il ressent, c'est-à-dire moi je prends pas, je prends une semaine de congé par an et ça me suffit, ou est-ce que je prends une semaine de congé par an et j'aimerais prendre plus de vacances, mais je n'y arrive pas dans l'organisation que j'ai sur mon exploitation. Voilà. Donc là, c'est vraiment comprendre comment lui ressent en fait son travail. Je trouve que d'autant plus, par exemple, que la question est importante après pour faire du lien avec le projet et les projets qui sont mis en place sur les exploitations. Par exemple, pour citer un exemple, il y a 3 semaines ou un mois de ça, lors d'un entretien, euh, on a un agriculteur qui nous dit, mais sur le diagnostic social, moi aujourd'hui, je passe ma vie à courir sur l'exploitation, euh, j'y suis tout le temps, enfin bon voilà, c'est même compliqué pour moi de pouvoir me libérer pour aller apporter ou récupérer les enfants à l'école. Et c'est un élément qui dit comme ça sur ce temps d'échange-là. Et quand il présente, on parle après de son projet d'exploitation, euh, s'il y a la possibilité, l'agriculteur dit, ben moi j'aimerais passer 20 ou 30 hectares de vignes en irrigué. Et là, la question de suite qui nous vient enfin, à l'esprit, c'est de se dire, mais en fait, irriguer, ça demande du temps, c'est-à-dire aller ouvrir les vannes, vérifier les besoins, enfin, tout le temps qui est inhérent en fait au système d'irrigation. Et la question qu'il faut amener à se poser, c'est en fait, comment vous le prenez en considération dans votre projet d'exploitation, cette question de la gestion du temps de travail. Donc là, ça peut paraître un peu, j'allais pas dire simpliste, mais de l'aborder là, en fait, c'est plutôt ce qu'il faut retenir et avoir à l'esprit, c'est le lien entre comment l'agriculteur se sent aujourd'hui dans son fonctionnement actuel et dans le projet d'exploitation, s'il y en a un et des changements, est-ce que ça correspond avec une situation actuelle? Donc là, voilà, on est sur de la prise d'information. Aujourd'hui, voilà, comment vous gérez l'exploitation? Est-ce que vous avez recours à de la main-d'œuvre? Qui c'est que vous employez? Est-ce que c'est aussi, voilà, pour les exploitations qui embauchent, notamment ben, en maraîchage, en arboriculture, enfin, ou d'autres systèmes, est-ce que du coup, il est difficile ou pas de trouver des saisonniers? Est-ce que c'est quelque chose que vous arrivez du coup à stabiliser sur le fonctionnement de l'exploitation? On peut avoir des situations où c'est qu'on a des exploitations qui ne tournent pas à plein régime parce qu'ils se retrouvent en certaines périodes en déficit de main-d'œuvre. On peut prendre aussi l'exemple de certaines fromageries, on a des fromageries sur les exploitations qui pouvaient acheter une part de lait à l'extérieur et par manque de personnel à la fromagerie, arrêtent le rachat de lait à l'extérieur pour ne se consacrer qu'à la transformation du lait de l'exploitation, à part que le dimensionnement enfin, de la fromagerie comprenait cette activité de rachat et de revente via du lait extérieur. Et donc là, ça vient impacter les résultats économiques en fait de la fromagerie. Voilà. Donc c'est toujours voilà, c'est ces relations un petit peu cause à effet avec les autres ateliers de l'exploitation.
Voilà, après aborder aussi rapidement le calendrier de travail, c'est là vraiment identifier s'il y a des périodes de l'année qui sont très chargées justement par rapport à certaines activités, certaines cultures. Et donc là aussi, faire le lien après avec s'il y a un projet, est-ce que ça vient plutôt étaler le travail ou ça vient que ça ne vienne pas renforcer les pics d'activité par rapport à l'existant. C'est là aussi un petit peu l'idée ou au contraire mettre en évidence une complémentarité d'activités sur l'exploitation. Par exemple, j'ai de la vigne et des abricotiers, et quand on regarde le calendrier de travail à l'année, on s'aperçoit que la réflexion de gestion technique de l'atelier abricotier, notamment au niveau des variétés, par exemple, on a des variétés relativement précoces qui arrivent en maturité jusqu'à mi-juillet, et que la règle de décision, c'est à partir de mi-juillet, je veux préparer mes vendanges pour commencer au mois d'août. Et donc, je ne veux plus d'avoir à gérer une récolte d'abricotiers pour commencer les vendanges. Donc là, le calendrier voilà, de travail peut aussi être intéressant pour valoriser voilà, des ateliers différents et qui sont complémentaires en termes d'activité sur l'exploitation. Voilà un petit peu. Après, bon, du coup, on avait la partie économique, voilà, que j'ai zappé. Mais là aussi, l'idée, c'est aussi de comprendre aujourd'hui l'agriculteur s'il est bien, enfin, s'il se rémunère et s'il est satisfait de sa rémunération. Et là aussi, c'est à dire d'agriculteur, c'est-à-dire que dans des entretiens, en fait, même dans une même région, département, on peut rencontrer des éleveurs qui nous disent aujourd'hui, j'arrive à me faire un prélèvement privé de 1 000 € par mois et j'en suis très content. Ils sont satisfaits de la rémunération et à quelques kilomètres de distance, on va enquêter un céréalier qui dit, moi je me prélève aujourd'hui 1 000 € par mois et je ne suis insatisfait de ma rémunération. Si je fais le bilan par rapport au nombre d'heures passées, je ne touche pas le SMIC horaire. Donc là aussi, c'est une question en termes d'évolution sur l'exploitation qu'il va falloir prendre en considération. C'est qu'il y en a un qui va être dans une recherche euh, d'amélioration du revenu, en tout cas, en allant chercher plutôt de la valeur ajoutée, alors que dans une autre situation, on est plus dans une question éventuellement après qui est de pérenniser un système existant, de se dégager éventuellement un peu plus, de trouver un équilibre sur des systèmes d'élevage avec la vie privée, se dégager un peu plus de temps, mais mais au niveau rémunération, ils sont satisfaits. Voilà. Donc là, c'est ça qu'il faut arriver à apprécier sur le temps d'échange. C'est est-ce que c'est un élément où il y a une satisfaction ou pas et qu'est-ce qui peut être éventuellement fait après pour l'améliorer, quoi. Voilà un petit peu. Bon, il y a la question de la rémunération, puis il y a, enfin, ce qui est très important aussi, ben, il y a tous les éléments qui sont détaillés, mais aussi aujourd'hui, ce qui peut porter préjudice au fonctionnement des entreprises, c'est la question de la trésorerie. Donc là aussi, il ne faut pas hésiter à poser des questions là-dessus. Est-ce que ben, du coup la trésorerie, ben, elle amène à des situations où on a des emprunts de trésorerie qui sont faits. Donc du coup, ben, ça impacte indirectement parce que ça représente un coût. Ben, au lieu d'avoir un peu plus d'argent à se prélever, ben, il est mis sur du prêt à trésorerie. Donc voilà, et auquel cas, la trésorerie, en fait, comment il l'évalue? Est-ce qu'elle est suffisante? Et sur quoi il se base pour considérer que la trésorerie est suffisante, quoi. Voilà. Après, il y a des questions aussi, pareil, éventuellement sur certaines exploitations, de complémentarité ou pas des ateliers par rapport à la trésorerie. Est-ce que j'ai des moments avec de grosses sorties ou de grosses entrées? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être lissé ou pas au niveau de l'année? Et auquel cas, enfin, encore ben, pareil, dans des enquêtes qu'on faisait là, les semaines précédentes, on avait par exemple des viticulteurs qui avaient justement mis en place un atelier d'abricotier et la motivation, c'était, il n'y avait pas de volonté technique de faire de l'abricot parce que ce n'est pas une culture qui était forcément appréciée du producteur. Cependant, elle assurait des rentrées d'argent assez tôt dans la saison. Donc là, il y avait un choix stratégique aussi autour de l'abricotier par rapport à la trésorerie. Voilà.
Voilà un petit peu au niveau économique. Et je pense que cette question de l'économie, elle est importante aussi. C'est que après, pour aller parler projet avec l'agriculteur, ben, c'est compliqué d'aller présenter des scénarios et des projets d'investissement quand un agriculteur n'arrive pas à se rémunérer, quoi, naturellement. Mais du coup, quand on a traité cette partie, ou de problèmes de trésorerie. Donc ça aussi, c'est un élément pour moi qui est important à aborder, bien sûr, avant la partie projet. Pierre, ça a bugué un petit peu. Je crois qu'on s'était arrêté à, enfin, est-ce que tu peux redire juste les 3 dernières minutes que tu as dit? Ça a coupé, s'il te plaît. Ah, oui, donc je disais que c'était, enfin, la partie économique était importante à aborder et à garder les éléments qui étaient dit par l'agriculteur en tête, de manière après, lorsqu'on aborde des projections autour des projets futurs de l'exploitation, il faut quand même garder en tête les difficultés que rencontre l'agriculteur. Naturellement, s'il a du mal s'il a des problèmes de trésorerie, s'il est dans une situation critique dans les années à venir pour l'exploitation, ou s'il n'arrive pas à se rémunérer, naturellement, quoi, dans les propositions qu'on peut faire, notamment au niveau des pistes d'accompagnement, quoi. Voilà. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions sur cette partie. Après, bien sûr que si vous le souhaitez, vous pouvez avoir une analyse un peu plus fine des éléments économiques à travers ce tableau ou en ayant quelques indicateurs, en calculant une marge si vous le souhaitez. Ça peut bien sûr appuyer, enfin, et enrichir cette partie économique. Mais l'idée vraiment, c'est d'aborder voilà, les éléments principaux de fonctionnement de l'entreprise. Et auquel cas, s'il y a des difficultés ou des améliorations financières qui peuvent être par exemple en lien avec des modifications de pratiques culturelles, une évolution par exemple des charges de mécanisation, une évolution, une variation des rendements qui se traduisent par du coup ben, enfin, qui ont un impact économique sur la structure, sont aussi importants à être notés là, bien sûr. Un passage en bio qui impacte le fonctionnement économique, un passage en semi-direct, enfin voilà. Tous les éléments techniques qui peuvent se répercuter sur la partie économie sont aussi voilà, à prendre en considération et à mettre en lien. Je ne sais pas si vous avez des questions sur cette partie. Je vais peut-être essayer un petit peu d'avancer pour respecter le timing. Donc la dernière partie, donc par exemple que nous on n'a pas dans nos questionnaires là quand on fait nos enquêtes, mais qui a été amenée ici par rapport ben, au projet ASEC. Donc ça va être l'impact du changement climatique au niveau de l'exploitation. Donc là l'idée, on avait modifié quelques éléments avec Catherine, il y avait cette question qui était positionnée un peu plus tôt dans votre questionnaire et pour moi, c'est un élément qu'il faut questionner en dernière partie pour faire justement le lien avec la SWOT qui va venir après. Euh, en fait, quels sont les points forts et les points faibles de votre exploitation par rapport au changement climatique? Ça, c'est quelque chose à dire d'agriculteur et je trouve que c'est pas évident de commencer en fait. D'aborder cette thématique par ces éléments-là, mais plutôt déjà se baser sur des éléments factuels. C'est vous, aujourd'hui, en tant qu'agriculteur, est-ce que vous avez perçu ou vous percevez un impact du changement climatique sur l'exploitation? Oui, non. Si oui, est-ce que vous considérez qu'il a un impact aujourd'hui majeur, ou est-ce que il a plutôt un faible impact? Voilà, et donc en suivant, c'est quels sont du coup les éléments que vous pouvez noter en termes de climatologie qui peuvent impacter du coup sur votre exploitation. Ça peut être la question de l'eau par rapport de la sécheresse en grande culture ou même à l'abreuvement d'animaux, par rapport aux estives, par rapport à des sources qui étaient présentes. Voilà, enfin, c'est tout ce qui touche autour éventuellement de l'eau et de la sécheresse sur les exploitations, bien sûr en reprenant un petit peu les aléas climatiques, voilà, hein, euh, qu'on connaît aujourd'hui, avec les périodes où c'est qui peuvent poser problème, les intensités, éventuellement leur récurrence, pardon, et l'impact qu'il peut avoir sur l'activité agricole. Voilà.
L'idée, là, c'est vraiment de noter les éléments les plus importants qui impactent aujourd'hui, enfin, qui ont eu un impact à ce jour sur l'exploitation. Mais il ne faut pas être ici sur une projection sur encore, là, on est sur ce qui se passe aujourd'hui. Donc, du coup, quel impact ça a eu? Et donc, du coup, est-ce qu'il y a des repositionnements qui ont été faits, par exemple, suite à des épisodes de manque d'eau un peu plus marqués, j'ai fait évoluer les espèces qui composent ma prairie pour avoir des prairies avec un peu plus de luzerne, par exemple, qui vont avoir une meilleure dynamique de repousse sur la période estivale. Ou au contraire, aujourd'hui, il fait tellement sec on n'arrive pas à maintenir des prairies pluriannuelles durant la saison estivale. Et donc, j'ai adapté ma stratégie. Je viens produire de l'herbe plus en amont dans la saison, pendant l'hiver et le printemps, avec une stratégie d'intégration de métayers fourragers pour m'assurer en fait une autonomie fourragère à une autre période que ce que je le faisais avec les prairies. Voilà. Donc, c'est comprendre est-ce que voilà, il y a eu des changements, des adaptations. Des modifications de surface par rapport aux prairies, je sais pas, des modifications sur les bâtiments d'élevage, voilà. Tout ce qui peut être en lien, voilà, ou des changements de considération, par exemple, du sol dans cette réflexion-là. Et une fois qu'on a abordé ces éléments-là, on fait le lien sur aujourd'hui l'agriculteur. Pour lui, est-ce que son exploitation a une certaine résilience en fait au changement climatique? Est-ce qu'elle a des points forts, des points faibles, selon lui, et pourquoi? Voilà sur cette première partie qui nous amène du coup à la SWOT. Et donc, moi, je trouve intéressant si il y a le temps durant l'entretien, en fait, du temps d'échange que j'ai eu avec vous, j'ai pu me noter ces éléments en termes de force sur votre exploitation. Souvent, je les cite et l'agriculteur les valide ou les invalide. Bon, souvent, on a une petite lecture commune, quoi. Et des fois, il dit, ah oui, enfin voilà. Je pense qu'il y a aussi cet élément-là que je ne vous ai pas cité lors de l'échange. Voilà. Et je trouve que c'est intéressant voilà, de faire un point sur le fonctionnement actuel. Et une fois qu'on a fait ça à l'échelle de l'exploitation avec les forces et les faiblesses et au sein éventuellement du territoire, alors dans les menaces, il peut y avoir aussi l'aspect climat, dans les opportunités, aussi les aspects marché, les aspects filières, hein. Enfin, là, ça rebrosse tous les éléments qu'on a vus d'un point de vue technique, économique, financier, social, qui tournent autour de l'exploitation. Et une fois qu'on a fait ce point, on peut se projeter avec l'agriculteur sur des projets qu'il a déjà identifiés sur son exploitation et ces projets, dans la manière dont il va les décrire aussi, il va falloir les ramener dans un contexte de prise en compte du sol et d'adaptation au changement climatique. Donc ça peut être un projet qui est totalement, bien sûr, indépendant, mais là, normalement, les exploitations ont été préciblées par du coup les conseillers sur des agriculteurs qui étaient dans une dynamique de réflexion ou qui avaient déjà initié des changements sur les exploitations. Donc là, il faut bien insister sur ce lien-là. Et donc là, bon, après, il y a beaucoup moins d'éléments à compléter. Là, c'est beaucoup plus euh, de libre saisie pour expliquer un petit peu, identifier du coup les objectifs et les projets sur les prochaines années, arriver à discuter sur les évolutions possibles en tenant en compte, voilà, de la prise en compte de l'enjeu sol et du changement climatique sur l'exploitation. Donc là, c'est précisé ici, hein, quels objectifs stratégiques vous souhaiteriez atteindre dans 5 à 7 ans sur l'exploitation. Voilà. Là, c'est pareil, cette partie projet, il faut réadapter aussi son discours par rapport à ce qu'a présenté l'agriculteur avant, parce que, par exemple, nous, aujourd'hui, on est dans des situations où c'est qu'on rencontre des agriculteurs qui nous disent, moi, ça fait 3 années de sécheresse qu'on vient de passer. Je suis, j'ai été à l'équilibre au niveau financier ces dernières années. Moi, cette année, si on n'a pas plus de pluviométrie et si j'ai pas un signe comme quoi je peux continuer mon activité, j'ai enfin, il y a deux éléments. Soit il continue à pleuvoir et je continue mon activité au moins sur l'année prochaine. Si on
vit à nouveau un épisode de sécheresse, je fais le choix d'arrêter mon activité. Donc là aussi, c'est une situation un petit peu extrême là que je présente, mais en fait qu'on rencontre aussi quand on va enquêter sur les territoires. Donc bien sûr, ben, si cette partie, il n'y aura pas plus de projets que ça, quoi, hein. Naturellement, là, l'idée, c'est que l'agriculteur il est dans une dynamique où il essaie de survivre avec du coup des éléments qui sont, enfin, sur lesquels il a peu d'impact naturellement, le climat. Et voilà. Donc, ça peut être aussi ces éléments-là qui sont consignés dans cet espace-là. Ça peut être des projets ou qu'est-ce qu'au contraire limite. C'est vrai que, enfin, on est dans une situation globalement dans le secteur agricole où aujourd'hui, c'est pas évident de se projeter à 5 ou 7 ans, quoi, hein. Entre les impacts du climat, la variabilité des marchés, enfin bon, et plein d'autres éléments, c'est pas toujours évident de se projeter. Donc après, il faut pas hésiter à dire, mais voilà, on va dire dans l'hypothèse bien sûr où ça irait bien, qu'est-ce que vous seriez prêt à faire et auquel cas, si la situation ne s'améliore pas, quels sont les éléments du coup sur lesquels vous vous redirigerez, quoi. Voilà. Ça peut être aussi présenté comme ça sous forme de scénario. Si ça va bien et si auquel cas, à un moment donné, il faut serrer la ceinture ou se réajuster, comment vous l'envisageriez sur votre exploitation? Et donc là, bien sûr, quand on parle de projection, on parle du coup, on reprend du coup la partie économique, la partie sociale et la partie agronomique technique. Voilà. Et s'il y avait à prioriser, quels seraient les objectifs à atteindre dans un ordre de priorité? Voilà. Et auquel cas, si l'agriculteur n'a pas de projet, enfin, là, l'objectif devient de maintenir, de stabiliser le fonctionnement de l'exploitation. Et ça fait enfin, voilà, c'est naturellement, ça fait partie euh, du projet et des évolutions de certaines exploitations qui peuvent être aussi sur des stratégies de maintenir ou stabiliser une activité. Là, ici, l'idée, c'est de faire un focus projet d'exploitation sur les changements climatiques s'il y a un projet qui est spécifique autour de cette thématique-là. Comprendre, normalement, on a déjà eu des éléments lors de l'historique sur ces pratiques actuelles, sur ce qui il va enfin, normalement, c'est des éléments qui s'instaurent lors de la discussion. Pourquoi il y a eu un choix de prise en compte, qu'est-ce qui l'a amené à faire différemment, quel a été l'élément qui l'a amené à vouloir faire autrement à l'agriculteur, du coup, voilà. Donc ça, c'est un petit peu retracer ces éléments et du coup, qu'est-ce qui a été modifié sur l'exploitation ou qu'est-ce qu'ils souhaiteraient modifier sur l'exploitation. Voilà. Que ça soit voilà, passer en semi-direct, passer en culture simplifiée, arrêter le labour, euh, prendre en considération différemment la gestion des matières organiques et enfin, voilà, tout ce qui peut être inhérent bien sûr au sol et qui vont impacter en fait, qui peuvent impacter les modes de production, éventuellement les circuits, les débouchés, la commercialisation. Et après, donc, on en vient à la partie où, comme l'a dit tout à l'heure Catherine, il y aura aussi des experts qui vont intervenir sur les questions du coup d'accompagnement au changement climatique par rapport à d'autres projets où c'est que il y a des projets qui ont été suivis et qui ont été assez poussés, de ce que j'ai compris sur le changement climatique. Et donc, il y a cette partie d'identifier, je ne sais pas si tu me parles, Catherine, mais le micro est éteint. Je sais pas si tu voulais me dire quelque Non, chose. non, vas-y, continue, Pierre. Ah, pardon. J'ai cru que j'allais trop loin. Et donc, du coup, là, cette partie-là, c'est plutôt de comprendre la volonté, du coup, Enfin, éventuellement, est-ce que l'agriculteur a une idée sur quels sont les éléments sur lesquels il souhaiterait être accompagné pour mettre en place son projet? Voilà, donc là, il y a une liste d'éléments qui sont cités, qui nous semblent éventuellement pertinentes de questionner.
mais on n'est pas non plus obligé de faire une liste à la Prévert de tout ce qui peut être fait, mais plutôt dans un premier temps, comme on est sur du semi-directif, de poser la question déjà de manière ouverte. Est-ce que à ce jour, il y a des éléments sur lesquels vous souhaiteriez être accompagné, que ce soit d'un point de vue technique, mais aussi économique, hein. On peut éventuellement discuter d'un accompagnement financier sur des transitions. Et si il y a des éléments qui émergent, il ne faut pas oublier de re-questionner aussi l'agriculteur par rapport à certains éléments qu'on a pu apprécier durant l'entretien, certaines sensibilités, certaines volontés. En plus, si vous les connaissez, vous savez un petit peu à quoi ils aspirent en termes de peut-être de, je n'aime pas trop ce terme, mais d'aspiration de valeurs, enfin d'éthique, voilà, d'éthique sur s'il y a des choix éthiques qui souhaiteraient être faits par rapport à ça, sur autour du sol et du changement climatique, et des éléments tout à fait plus concrets à court terme aussi. Voilà. Donc là, bon, on avait abordé la question du coup de la réduction du travail du sol pour être éventuellement sur des dynamiques de réflexion de profil plus continu, pardon, autour de stockage de matière organique, de fonctionnement aussi par rapport à la réserve hydrique des sols. Voilà. Et puis de limiter l'impact éventuellement de certaines stratégies qui sont très interventionnistes vis-à-vis de l'activité biologique du sol. Voilà. Après, on va avoir tous les aspects de couverture du sol qui vont être, qui peuvent être questionnés, la réduction ou l'arrêt des produits phytos, notamment sur dans certaines cultures qui peuvent avoir un impact sur le fonctionnement du sol. On pensait notamment souvent au cuivre, hein. Voilà. Euh, Trouver des stratégies aussi alternatives sur du désherbage et en même temps, ce Ah, qui peut être compliqué dans des démarches de simplification de travail du sol. oui, à ce sujet, voilà, moi, j'avais une remarque parce que là, donc, voilà, si tu viens là, tu parles de réduction du travail du sol, ce qui est plutôt bien contre l'érosion et couverture du sol, ok. Mais si on passe en semi-direct avec couvert quasi généralisé, ça va être un peu en contradiction de la réduction des herbicides. Oui, tout à fait. Et bon, en fait, euh, cette case, elle était là aussi parce que ben, par historique, là, on abordait aussi la question de type enfin, des stratégies pardon, de désherbage chez les agriculteurs Mm. avec des herbages, on va dire, préventifs, racinaires, qui posent de soucis dans la qualité de l'eau. Et en même temps, au moment où on a retravaillé ce questionnaire, ben, j'ai pas voulu l'effacer parce que je trouvais que justement ça permettait de rappeler aussi des problématiques qu'il pouvait y avoir quand Tout à on fait. réduisait en fait le travail du sol par rapport à la gestion de l'enherbement. Et en effet, ça peut être à la fois contradictoire, mais du coup ça amène, peut-être qu'on peut le formuler en fait différemment. Mais je trouvais que ça faisait un peu une piqûre de rappel sur les projets, sur ben voilà, quand on parle d'un projet justement par rapport au sol, quelles sont du coup les pistes d'accompagnement aussi qui peuvent être inhérentes du coup à une stratégie de réduction de travail du sol? Comment on repense les stratégies de désherbage et amener aussi des fois à réfléchir où euh, il y a certains choix qui peuvent être pas contradictoires, mais euh, être en bio et ne plus travailler le sol, bon, ça apporte à des questions et à de l'accompagnement et une réflexion globale, quoi, hein, parce que ça devient compliqué après à gérer techniquement. Voilà. Donc, c'était amené à réfléchir à ces questions-là. Alors, peut-être que vous avez une idée de comment on pourrait le formuler différemment, mais c'est vrai que pris par aussi le temps, je l'ai laissé comme ça parce que, voilà. Mais Alors, c'est pas le formuler différemment parce que je pense que les deux items sont importants. Et c'est peut-être de rappeler que en fonction de l'objectif recherché, eh ben, on sera plus ou moins vertueux sur différents items. C'est plutôt ça, parce qu'après,
On va avoir des agriculteurs qui vont s'orienter vers la réduction du travail du sol et qui n'ont rien à cirer de réduire ou pas les phytos. On en a d'autres où ça va plutôt être une thématique Oui. phyto et qui vont plutôt travailler sur les phytos et pas sur le travail du sol ou très peu sur le travail du... Tout peut être intéressant et après l'aspect sol, on peut le justifier dans un cas comme dans l'autre, hein. Mais c'est peut-être juste de nuancer en disant qu'on ne peut pas courir tous les lièvres à la fois. Que c'est compliqué. Oui, peut-être qu'on peut le mettre soit en amont là, du tableau ou en bas avec une astérix, rajouter cet élément-là. Mais auquel cas, ce que, alors ça me revient en même temps que je vous parle, on l'avait aussi laissé parce que, par exemple, quand un agriculteur peut énoncer la volonté éventuellement de passer du coup en semi-direct, l'accompagnement technique, il est dans les sous, puisque là on est sur interroger les souhaits et les besoins d'accompagnement. Euh, il peut dire, j'ai des voisins qui sont passés au semi-direct ou j'échange sur des groupes autour de cette thématique-là. Par contre, ma préoccupation en termes d'accompagnement technique va être plutôt la gestion du désherbage. Mais je comprends bien la contradiction avec réduction et arrêt des produits phyto. Voilà. Après, du coup, cette feuille-là, l'agriculteur, il l'a pas vraiment sous les yeux. C'est le conseiller qui l'a sous les yeux et qui coche. Donc l'agriculteur, peut-être, il verra pas la contradiction. Et mon avis personnel, c'est que pourquoi pas laisser aussi, enfin, travailler sur les deux en même temps, hein. Mm. Pourquoi pas? Peut-être qu'il y en a qui voudront travailler sur les deux en même temps. Bien sûr, bien sûr. Mais le seul chose que je voulais dire, c'est que il faut toujours garder à l'esprit l'objectif en fonction du type de production et tout ça. Mais c'est intéressant. Je dis pas que c'est pas intéressant. C'est intéressant de travailler sur tous ces items-là. Mm. Mais en effet, oui, oui. Et puis c'est aussi, voilà, comme vous le soulignez, c'est dans le rôle, on va dire, du conseiller, de l'accompagnateur de l'agriculteur, de signifier que le choix de s'orienter vers et une réduction du travail du sol et une réduction des produits phyto rendent le projet d'exploitation d'autant plus ambitieux, quoi, avec une prise de risque supplémentaire, quoi. Voilà. Euh, je sais pas si c'était dans ce sens-là que vous vouliez le dire. Même pas, c'est que si moi souvent, parce que pour avoir fait de l'animation de groupe ou fait rencontrer des collègues même d'autres régions, souvent on se retrouve à dire on veut préserver le sol, donc on passe en non-labour, ce qui est plutôt vertueux pour préserver le sol. Sauf que en parallèle, on met l'aspect phyto et on s'aperçoit que sur le compartiment phyto, on va pas être si vertueux que ça. Donc il faut toujours le garder à l'esprit. À l'inverse, on va prendre des agriculteurs bio. Et les agriculteurs bio, si on commence à leur dire vous vendez la charrue, et ça va être un peu plus compliqué. Il faut réussir à expliquer à l'agriculteur que tous les items, c'est pas forcément ce qu'il doit bien faire, mais que à choisir lui, selon sa sensibilité, vers quoi il veut s'orienter, quoi. Euh, Ah oui, oui, non, mais je comprends, mais en effet, en fait, c'est pas des choses qui sont forcément. Là, c'était faire un petit brainstorming des éléments qui pouvaient être proposés à l'agriculteur en termes de souhaits d'accompagnement par rapport à un projet d'exploitation. Mais l'idée, en effet, c'est pas de l'amener à s'orienter. Parce que l'aspect phyto, là, on est bien d'accord qu'on est dans le projet à sec. euh, et que les produits phyto peuvent, c'est très difficile à mesurer, on a très peu enfin, d'éléments là-dessus, mais éventuellement, les produits phyto peuvent avoir un impact sur le sol et son fonctionnement. Donc, c'était là plutôt la posture et donc dire que est-ce qu'il y avait une volonté de l'agriculteur de repenser sa stratégie phyto au regard du fonctionnement du sol. Voilà. Mais c'est pas, en fait, c'est pas parce que je coche un élément que, enfin, je dois cumuler, en fait, l'ensemble, hein. ouais. C'était par exemple, est-ce que par exemple, enfin, je sais pas, on a quelqu'un qui est en vigne et lui, par rapport à il porte une certaine importance au sol, à la vie du sol, il va mettre en œuvre un certain nombre de pratiques et il dirait, mais il peut me demander, moi j'aimerais avoir de l'accompagnement ou qu'il y ait un groupe qui se crée pour pouvoir échanger sur des stratégies euh, sans cuivre ou parce qu'il est en bio sur être plus,
améliorer mes performances sur la manière dont je vais réaliser mes traitements avec des adjuvants, avec des conditions de traitement plus pointues pour diminuer mon utilisation de cuivre à l'hectare qui, je considère, peut affecter mon fonctionnement du sol. Mhm. C'était dans cette dynamique-là qu'on avait écrit, quoi. J'ai plus de questions et de remarques sur cette page. Allez-y. Euh, ouais, il y a quelque chose qui me dérange Oui, sur l'aspect nutrition, oui. biostimulant. Qu'est-ce qu'ils viennent faire là? Compostage du fumier. On peut peut-être plus en discuter, mais je vais vous donner le fond de ma pensée, hein. Oui, oui, allez-y. Biostimulant, à ma connaissance, aucun essai n'a montré une quelconque efficacité, à part sur la trésorerie des exploitations, plutôt une efficacité négative. Compostage du fumier, si on se met d'un point de vue nutrition du sol, vaut mieux pas composter. Donc là, moi je suis assez, sur ces deux critères-là, je suis un peu sceptique. Bah, après, enfin, c'est peut-être, je sais, après, comme on avait mis le document en partage, il y a peut-être eu des éléments qui ont été modifiés ou peut-être qu'on l'avait déjà formulé comme ça quand je l'ai envoyé à Catherine, ça peut-être vient de moi et ma collègue. Sur le Donc, reste, il n'y a aucun souci, hein, gestion des couverts, des non, affluents. mais en Mais fait, sur ça, là, ça me oui. coince. Alors, voilà, la question biostimulant, après, bon, ça, enfin, euh, bon, ça dépend des points de vue. En tout cas, nous, aujourd'hui, enfin, voilà, on fait de l'expérimentation et on utilise aussi des biostimulants. Bon, enfin, on a tendance à dire qu'on a 90% des produits qui sont sans efficacité. Par contre, bon, nous, on trouve qu'il y a encore, enfin, il y a 10% du marché qui valent le coup encore d'être travaillé. Bien sûr, on n'est pas sur forcément des choses miraculeuses, on est bien d'accord, mais là, l'idée, c'est pas en fait de proposer à l'agriculteur de travailler le produit, mais plutôt de faire remonter son souhait de vouloir le travailler. Voilà, donc enfin, il faut le prendre comme ça, hein, le Ouais, mais tableau. moi, en tant que conseiller, ça m'embête de l'orienter vers ce type de choix. Oui, Sur mais le vous compostage du avez, fumier, là, on peut en discuter, mais sur les biostimulants, En fait, il n'y a mais pas là, d'obligation orientée dessus, c'est un panel des possibles de façon le plus objective possible. et ouais, Et mais après, si le c'est conseiller là ne où, veut pas en parler, il n'en parle pas. c'est là où c'est l'objectivité qui me dérange, c'est que tant sur tout le reste, on peut discuter, hein, mais je trouve que c'est assez basé, comme vient de le dire monsieur. Au moins 90% des cas, ça marche pas. Reste 10%, mais mais est-ce en que ça fait, doit être après, une solution à l'adaptation au changement climatique? non, mais en fait, là, en fait, il faut pas le voir comme ça. En fait, nous, on a fait là. La grille d'entretien, elle est conçue comme ça depuis le début. On essaie de faire des garde-fous pour une gestion d'entretien et d'avoir un certain nombre d'éléments qui servent un petit peu j'ai envie de dire, de pense-bête devant l'agriculteur avec des points à aborder. Mais en aucun cas, ce tableau, enfin, il doit être repris en faisant une liste. Est-ce que ça te dit de couvrir ton sol? Tu veux faire un couvert d'été ou un couvert d'hiver? C'est pas ça l'idée, c'est de demander. Est-ce que toi, dans ton projet d'exploitation et surtout dans ton souhait d'être accompagné sur des thématiques, notamment techniques, est-ce que, il y a des thématiques qui te viennent à l'esprit et auquel cas tu souhaites, on peut noter qu'il y aurait un besoin de travail ou d'accompagnement sur cette thématique? Et si vous ne souhaitez pas aborder la question des biostimulants, il n'y a aucune obligation. Mais moi, enfin, si l'agriculteur dit, moi, j'aimerais travailler sur les biostimulants, c'est juste pour faire remonter cette information-là en lui demandant, enfin, qu'est-ce que tu y vois, qu'est-ce que tu aimerais travailler derrière les biostimulants. Et après, voilà, libre à vous en tant que conseiller d'avoir votre discours qui vous appartient. Mais du coup, là, c'était plutôt de faire un peu un panel de thématiques qui aurait pu être remonté. Voilà comme ça. Enfin, c'était pour ça que ça a été rédigé comme ça. Moi, je trouve que, après, bon, on peut le laisser, hein, c'est pas gênant, mais moi, je trouve qu'on perd un peu notre crédibilité en amenant ce type
Qu'on demande, ce qui est le cas dans la partie 1, ça m'a pas choqué, hein. Qu'on demande si l'agriculteur utilise des biostimulants, ça me paraît important et à noter. Mais alors Hmm. après que ça apparaisse plus dans une prospective, c'est un peu, moi, ça me dérange un peu plus. Bah après, si vous ne souhaitez pas l'aborder, enfin, c'est pas une obligation, hein. Moi, comme je dis, c'était une liste un petit peu des possibles et voilà. C'est un Après, état des lieux et dans un second temps, ça pourrait être quand le responsable d'entretien retournera voir l'agriculteur avec des pistes de solutions, c'est ce moment-là où ça pourrait être discuté plus en profondeur sur la pertinence ou non des biostimulants. Mais là, parce c'est que vraiment un état des lieux. le Et biosim, pareil sur le compostage. Alors, compostage du fumier, c'est une question qui est intéressante, clairement, entre autres en élevage. Après, est-ce que ça doit aller dans nutrition? Moi, oui, non, mais je ça, le verrais plus, on est plutôt d'accord. dans l'item suivant, gestion et intégration des matières organiques. C'est un sujet intéressant, hein, clairement. Oui, oui, non, mais ça, je suis d'accord avec vous que, euh, voilà, cet item nutrition, en fait, était plus large et on a recentré là les problématiques. Voilà. Et en effet, la question du compostage, voilà. Enfin, moi, on l'avait mis, enfin, en plus, c'était même pas qu'une question pardon, de nutrition, mais même où dans des stratégies de système d'élevage, moi je pensais où c'est qu'on a des fumiers et qu'on a des difficultés sur de la gestion éventuellement de l'enherbement. Oui. Je trouvais que ça pouvait être une solution, enfin, quelque chose à aborder par rapport au stock semencier, quoi, à Ah, mais limiter, tout à voilà. fait. Et sur C'était l'aspect dans ce point-là, et après, je sais pas. sanitaire du troupeau, bien sûr. Après, il y a le pour et le contre, hein. Je suis Oui, pas oui. contre le compostage du fumier, mais c'est plutôt que le mettre dans la... Parce que c'est toujours pareil, c'est quand même un document. Je me permets de vous couper pour qu'on avance et qu'on tienne le délai et peut-être on pourra reprendre cette discussion après, Mm. mais laissez Ouais, laissez Pierre terminer. pas de problème. Merci. Donc voilà, bon, ça, on pourra du coup le retravailler, il n'y a pas de... euh, voilà. Et donc, en fait, tous ces points, du coup, j'étais un peu vite. Voilà, tous ces points, en fait, euh, sont à aborder là, mais enfin, bon, pour moi, ce questionnaire, du coup, je me suis trompé même à la lecture parce que je disais que là, on abordait le projet, les besoins d'accompagnement. Et donc, c'est très lié, en fait, enfin, ça pose la question de le distinguer avec la partie 3 donc identifier les besoins et les pistes d'accompagnement. Et donc, une fois qu'on a abordé ces problématiques qui sont plutôt d'ordre technique, là, c'est de repositionner, en fait, l'accompagnement, comme je le disais, dans une dimension un peu plus large, qu'elle soit de l'accompagnement technique, des besoins d'accompagnement stratégique, ça peut être aussi toutes les possibilités qu'il y a sur les territoires pour animer aussi autour, enfin, j'ai envie de dire, d'innovation ou de nouveautés techniques. Ça peut être du lien avec euh, des groupes, des FIFERM 30 000, organiser et animer des visites terrain avec des thématiques un petit peu novatrices autour de la question de techniques de réduction de travail du sol ou de stratégie. Voilà, donc ça peut être aussi autour de ce volet-là d'animation et de mettre en relation au sein d'un territoire sur du partage d'informations plutôt techniques. Ça peut être un agriculteur qui veut avoir un projet, qui a un peu du mal à se lancer parce qu'il aimerait bien avoir un œil extérieur sur une étude de faisabilité sur son projet, mais également on peut re-questionner la question pardon, des filières parce que partir en agriculture aujourd'hui, euh, se mettre des contraintes sur la gestion du sol et sur la prise en considération justement du sol est très peu valorisé au niveau de la filière, quoi. On a très peu de labels qui permettent à l'agriculteur de dire, enfin de mettre sur qui a une pratique qui est faite, qui est virtueuse pour l'environnement ou pour le sol, pour le changement climatique. Ça, aujourd'hui, ça reste très peu valorisé d'un point de vue financier, ces efforts qui sont faits par les agriculteurs. Donc, ça peut être aussi ben, une demande de réflexion, d'émergence de filières, de valorisation de ces éléments-là. Alors, je sais qu'il y a déjà eu des travaux qui ont été faits, que ça n'a pas forcément porté ses fruits, que c'est difficile et tout ça. Mais en tout cas,
il y a peut-être le souhait d'un agriculteur enfin, de faire remonter ça en termes de besoins. C'est-à-dire que moi, je veux bien faire des efforts, mais si derrière, je n'ai pas de valorisation économique à la clé, aujourd'hui, moi, ça limite mes engagements dans ces choix et de transition agroécologique. Donc là, c'est quand même quelque chose de très intéressant à faire remonter. C'est que là, la clé de la transition, si on veut qu'il y ait des accélérations ou des prises en considération plus importantes sur les exploitations, c'est qu'on pourra faire remonter aussi un besoin de filières d'accompagnement financier à la mise en place de ces pratiques-là. Donc là, c'est un petit peu voilà, et de réflexion collective autour du sol, de haies, de bocage, d'agroforesterie, des pratiques un petit peu, enfin, qui sont un peu aussi plus engageantes, notamment je pense à l'agroforesterie, il y avait des références qui restent sur les territoires plus ou moins Mm. faciles à intégrer, enfin, bon, là aussi il y a discussion hein, sur le sujet. Incitation financière pour la mise en place de couverts, de haies, diversification de cultures, voilà, sensibilisation aux problématiques sur le sol et au changement climatique du territoire. Aussi, dans les agriculteurs qu'on rencontre, on a aussi pas mal de remontées sur notamment la qualité de l'eau. On a des agriculteurs qui nous disent, mais en fait, on est très peu informés sur les problématiques qu'on retrouve sur les cours d'eau qui sont à proximité de chez nous. Donc ça aussi, ça peut être un souhait d'avoir des informations sur ce qui est possible de faire autour du changement climatique sur les exploitations, des échanges, voilà. Et puis après, sur euh, un pas de temps un peu plus long, du coup, du 5 là, c'était sur une projection court terme, 3 à 5 ans, et là, sur un temps un peu plus long. Voilà. Euh, Ces questions, elles avaient été positionnées sur quelle est votre vision du métier d'agriculteur aujourd'hui, quel sens donnez-vous à votre métier? Euh, je trouve que c'est des questions qui sont intéressantes, mais pas toujours faciles à poser lors d'un entretien. Elles avaient été mises par d'autres collaborateurs là dans le guide. Bon, moi j'ai préféré les mettre à la fin. Si vous souhaitez les poser, vous les posez. Si vous ne souhaitez pas les faire. J'ai un peu du mal avec ce type de questions-là, mais si vous y voyez un intérêt précis et vous vous sentez de les poser, allez-y. Enfin, je ne voulais pas les supprimer, mais en tout cas, enfin, mettre un petit peu des guillemets dans ce qu'on pouvait avoir autour de ces éléments. Et voilà, est-ce qu'il y a d'autres observations à faire remonter voilà, suite à cette enquête? Voilà. Donc voilà pour cette Merci, guide d'entretien. merci Pierre pour ta présentation. Je vais couper l'enregistrement.